Élection de Donald Trump, nouvelle décision de la Fed, festival d'impôts nouveaux en France et attaque directe contre votre épargne. L'actualité est gigantesque en ce moment. Et pour pouvoir la décrypter, eh bien, j'ai invité Philippe Béchade. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour, merci de ton invitation. Alors, Philippe Béchade, donc vous êtes rédacteur en chef aux publications Agora. Vous êtes chroniqueur sur une chaîne YouTube. Rappelle-moi votre chaîne YouTube. L'Inforruptible. L'Inforruptible. Donc, je vais mettre un lien pour qu'on le voit dans les commentaires. Donc, chroniqueur quotidien à l'Inforruptible. Et ce que je voulais voir avec vous, eh bien, c'était les changements incroyables que l'on va avoir à cause de tout ce qui est arrivé aux US et puis de la déferlante d'impôts nouveaux qu'on a à France. Mais juste avant qu'on aborde ça, je voulais signaler à tout le monde. Donc la vidéo est sponsorisée par les chroniques Agora, par les publications Agora, comme très souvent. Et vous avez un lien dans la description qui vous permet de télécharger gratuitement, mais vraiment gratuitement, le dernier rapport de Philippe Béchade qui vous expliquera comment sauver votre épargne par rapport aux taxes diverses et variées qu'on est en train de nous mettre actuellement en France. Mais voilà, on parlera de ça à la fin. Mais ce que j'aimerais voir avant tout avec vous, Philippe Béchade, c'est ces élections US. Qu'est-ce que ça va changer en fait pour la France, pour l'Europe? D'après vous, qu'est-ce que ça va changer? Alors, on va déjà revenir sur un petit peu le détail du résultat, parce que les choses auraient pu être différentes. Je ne dis pas qu'il fallait suivre aveuglément des médias qui faisaient presque campagne, en tout cas en Europe, presque campagne exclusivement pour Kamala Harris, et avec un bashing permanent de Donald Trump. Aux États-Unis également, aucun média n'osait dire que la réalité de terrain, c'était qu'il n'y avait pas un gros enthousiasme pour Kamala et que Trump, quelque part, arrivait à mobiliser, alors peut-être pas sur sa personne, mais au travers d'Elon Musk, au travers de Robert Kennedy Jr., qui veut résoudre quelques problèmes de santé publique et restaurer en fait ce qu'était la vraie science médicale il y a une vingtaine d'années. Et le résultat a beaucoup surpris, et bien sûr parce que les médias ne nous préparaient pas à une éventuelle victoire très courte de Donald Trump. En fait, c'est un raz-de-marée et ça change tout. Parce que les démocrates, personne n'imaginait un instant qu'ils pouvaient tout perdre dans ces élections, c'est-à-dire perdre la Maison-Blanche, mais perdre également la Chambre des représentants et perdre le Sénat. C'est une grande surprise que Donald Trump se retrouve, contrairement à 2016, en fait, il a pris ses fonctions en janvier 2017, avec un Congrès qui lui était, on va dire, à moitié hostile, mais puisque c'était le Sénat, ça a vraiment bloqué pratiquement tout ce qu'il a voulu mettre en œuvre. Là, il va se retrouver avec une vraie carte blanche, Et il y a peu de présidents qui ont bénéficié de cette combinaison, gagner le bureau ovale et puis se retrouver avec pas d'opposition. Et en plus de ça, cette fois-ci, Trump va également se retrouver, on va dire, avec une presse qui s'est tellement discréditée en amont des élections, qui a tellement bullshité, tellement fait de propagande au lieu de faire de l'information, que Elon Musk marque des points énormes par rapport aux médias mainstream, donc qui ont vraiment été des médias de désinformation. Et là, quand Trump parlait en 2017-2018 des médias fake news, etc., qu'il jetait le correspondant de CNN en le traitant de menteur, aujourd'hui, tout le monde est obligé de convenir que les médias, ils sont tels que Trump les décrivait il y a déjà 8 ou 9 ans. C'est des médias de propagande. Donc là, il va falloir que les médias se remettent profondément en cause. Et s'ils continuent de faire campagne contre Trump, ils ne seront pas crus. Ils ne l'ont finalement pas été
et c'est la surprise, hein, vu le matraquage, vu la propagande qui régnait aux États-Unis, qu'on a vu, là, on a vu la même en Europe. Aujourd'hui, si les médias se disent bon, bah, Trump il est au pouvoir, mais on va le démolir, mais ils vont obtenir le résultat inverse de ce qu'ils cherchent. Donc la révolution, elle se situe également là, c'est-à-dire que les médias vont devoir se faire leur autocritique, enfin je ne veux pas employer ce terme qui renvoie à des mauvais souvenirs du temps des purges staliniennes, mais en tout cas, ils vont devoir se remettre en cause, faire plus de vraies informations sur la réalité que connaissent les Américains. Et c'est cette réalité qui a fait en fait que Kamala n'a pas été suivie. C'est que les gens, eux, ils ont vraiment des vraies fins de mois. Alors vous pouvez leur dire comme vous voulez que l'Américain aujourd'hui est en moyenne beaucoup plus riche que l'Européen. Bah oui, il y a un 1% qui est millionnaire, et puis vous avez 50% d'Américains qui a zéro épargne, qui doit emprunter pour finir ses fins de mois. Et on est arrivé aux élections américaines avec un total d'encours de cartes de crédit, hein, c'est-à-dire qu'on a l'argent emprunté par des gens qui sinon ils finissent pas le mois. Cet encours est à presque 1400 milliards, c'est énorme. Donc les Américains sont vraiment en difficulté, et ça, la campagne démocrate ne l'a absolument pas vu en disant mais non, nous les Américains on est riches, on est beaux, on a tout pour nous. L'inflation, mais pensez-vous, elle va se résoudre d'elle-même. Quand vous étiez au pouvoir, pourquoi ne l'avez-vous pas fait, etc., etc. Donc la campagne démocrate était une campagne sur les valeurs, sur les idées. Mais le quotidien des Américains, contrairement à ce que suggèrent les records en cascade à Wall Street, comme on a vu le soir même de l'élection de Trump, ça concerne des gens qui étaient déjà très favorisés. Mais les oubliés, c'est ceux-là qui ont voté Trump. Mais ils votent sans illusion, parce qu'ils savent très très bien que de 2017 à 2021, Trump, il a surtout travaillé pour les riches et les ultra-riches, des gens comme lui. Mais au moins, ils ont fait un vote protestataire, et c'est là que l'Amérique va effectivement devoir faire face à des vraies réalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains pauvres, et il y a bien sûr beaucoup d'Américains très riches, mais aujourd'hui, c'est quand même ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui votent et qui vont contraindre Trump, les républicains, à tenir compte quand même de leurs vraies difficultés. Et les vraies difficultés, c'est justement l'inflation. Et ce que va faire Trump, ça rentre un petit peu en contradiction avec cet impératif de réduire l'inflation, puisque une guerre des tarifs douaniers, c'est des produits importés plus chers, des pièces détachées importées plus chères, que les constructeurs, que ce soit des automobiles, des machines-outils, tout ce que vous voulez, vont devoir à un moment répercuter sur le consommateur. Donc, le protectionnisme à la Trump, c'est quand même plus d'inflation. Donc, c'est mettre les Américains au devant de difficultés, à moins que, par miracle, les salaires se mettent à progresser plus vite que l'inflation en général. Alors bon, on a deux exemples récents, c'est les dockers qui ont obtenu 50% de hausse de leur salaire sur 5 ans, si ma mémoire est bonne, et les salariés de Boeing qui ont obtenu plus 38% sur les 6 prochaines années. Bon, mais tout le monde n'a pas le levier de l'arrêt de travail chez Boeing ou des ports bloqués. Tous ceux qui sont pas syndiqués, etc., ils peuvent pas se mettre en grève, et je sais pas, ils vont pas obtenir grand-chose comme augmentation de salaire. Et comme le chômage augmente, on va dire que la pression elle est en faveur des patrons américains. Ils peuvent pas dire aujourd'hui j'ai du mal à recruter. Il y a malheureusement pas un vivier de gens compétents. Là, on voit l'emploi se dégrader. Il va y avoir de plus en plus de gens au chômage. Donc ça va faire pression à la baisse sur les salaires. Donc l'arrivée de Trump, ça ne résout évidemment pas les problèmes structurels des États-Unis, c'est-à-dire la dette à 36 000 milliards, et ça ne règle pas les difficultés des Américains qui ont élu Trump. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change, l'élection de Trump ? Ça va surtout changer quelque chose au niveau des relations avec Moscou. Voilà. Alors, je ne soutiendrai pas la thèse que Trump est un agent de Moscou, mais bon, clairement, si la guerre doit continuer en Ukraine, ça sera probablement pas avec l'aide des États-Unis. Donc, soit on
on soutient Zelensky tout seul, budgétairement et avec des armes qu'on ne fabrique pas, ou alors Trump et Poutine et Zelensky s'entendent d'abord sur un cessez-le-feu, histoire qu'on ne dise pas que Zelensky a perdu la guerre, et puis après, on arrivera à un accord qui était en fait celui qui était prévu dans le format Minsk, qui a été ensuite proposé en fin mars 2022, qui a été refusé, que les Américains ont voulu continuer la guerre, et Boris Johnson est allé à Ankara pour torpiller l'accord qui était prêt d'être signé, et on va finir par signer le même, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc ça, oui, ça change les choses, effectivement, l'élection de Trump. Si la guerre s'arrête en Ukraine, oui, c'est certainement quelque chose dont on devrait se féliciter. Et puis il y a le Proche-Orient, où là, on ne sait pas trop ce que Trump va vouloir faire avec Netanyahou. Alors, on sait que c'est son soutien inconditionnel, mais bon, rappelons-nous quand même que mardi dernier, pendant que tout le monde avait les yeux braqués sur les bureaux de vote américains, Netanyahou limogeait Yoav Gallant, son ministre de la Défense, que tout le monde appelle le ministre de la Guerre, et il le limoge, alors que la veille au soir, on venait d'avoir les plus violents bombardements sur le Liban, et où vous avez la presse israélienne qui expliquait que mais qu'est-ce qu'on attendait pour aller bombarder l'Iran, et voilà, en plein milieu d'un conflit, le ministre de la Défense qui est débarqué, je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire où ça soit arrivé. Voilà, donc est-ce que les choses ne vont pas bouger également en Israël? Est-ce que l'arrivée de Trump, justement, n'est pas aussi un game changer? Trump qui arrive en disant « je soutiens Netanyahou absolument », puis par derrière lui dit « peut-être falloir arrêter un petit peu là, de semer le chaos au Proche-Orient ». Oui, ce qu'on a vu avec Trump la dernière fois qu'il a été président, c'est bizarre de dire ça, mais la dernière fois qu'il a été président, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre, quoi. C'était le seul président américain à ne pas avoir déclaré de guerre. Et c'est aussi la période où Poutine s'est tenu calme par rapport aux autres périodes. C'est-à-dire que Poutine a fait une première guerre sous Obama, il n'a rien fait sous Trump, et puis il a recommencé à envahir l'Ukraine sous Biden. Mais dans la période de Trump, il n'a pas fait de guerre. Et donc, on a probablement... Moi non plus, je ne pense pas que ce soit un agent de Poutine. Je trouve même ça folklorique comme façon de le penser. Mais je pense par contre que c'est quelqu'un qui fait suffisamment peur, Donald Trump, parce qu'on ne sait jamais comment le prendre. C'est quelqu'un qui fait suffisamment peur pour que même des gens comme Poutine se disent « mais je ne suis pas à l'abri que ce mec m'envoie à l'armée ou m'envoie des bombes ». Donc ça calme malgré tout la personne en face. Et donc, je pense aussi que la guerre d'Ukraine va s'arrêter relativement vite, parce qu'il ira taper sur le dos de Zelensky en disant « c'est fini les aides, maintenant je consacre mon argent aux États-Unis et pas à vous ». Et il ira taper sur le dos de Poutine en disant « bon, maintenant on signe un accord et puis on règle le problème une bonne fois pour toutes, quoi ». Je pense que ça s'oriente vers ça. Et sois gentil, Vladimir, tu en rajoutes pas sur le sabotage de Nord Stream. On garde ça entre nous. Voilà. Mais voilà, ça va être réglé comme ça, à mon avis, tranquillement. Bon, mais pour l'Europe, alors, puisque bon, pour le Moyen-Orient, pour l'Ukraine, on voit bien, mais pour l'Europe et pour la France, ça change quoi, selon vous, l'élection de Donald Trump? Alors, on sait que lorsque Trump fut battu en novembre 2020, les relations interpersonnelles entre Trump et Emmanuel Macron étaient absolument détestables. Ah oui. Il s'est foutu, Trump s'est foutu de la tête de Macron, mais un nombre de fois incalculable. Il y a vraiment... Ah oui, oui. Il le prend vraiment pour une bille, quoi. Il y a pas il le tient dans un mépris. Alors, je dirais pas que ça atteint peut-être la détestation de Justin Trudeau, mais bon, ça fait pas partie des interlocuteurs préférés de Donald Trump, et certainement pas une personne qu'il estime, ni avec lequel il pense qu'il peut travailler ou avoir des relations constructives. Voilà. Donc ça, c'est pas très très bon. Mais puisqu'on parle de l'Europe, donc la France aujourd'hui est devenue une toute petite province de ce grand ensemble.
Euh, et il y a eu la démission, enfin plutôt l'éclatement de la coalition Scholz. Bah, c'était le soir d'ailleurs même, le soir de, de la reconnaissance de sa défaite par Kamala Harris. Hein. Elle parle donc pour remercier ses électeurs, etc. Et dans le même temps, on apprend que Scholz et Lindner décident de rompre. Donc, on dit c'est la fin de la coalition allemande. Et alors, on va revenir, tu vois, comme tout se reboucle, mais en fait, tu vois que tout ce qu'on évoque est parfaitement cohérent et tout est relié. C'est qu'au sein de la coalition Scholz, il y avait Annegret Baerbock, c'était l'ex-chef de file des écolos en Allemagne, et c'est incroyable, mais c'est la pire va-t-en-guerre qu'on ait jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous n'avez jamais entendu un seul ministre allemand appeler son pays à partir en guerre. Même pas en Irak, encore moins contre les Houthis, etc. Pourtant, les Houthis, ils embêtent tout le monde hein, en bloquant le canal de Suez, en bloquant l'accès au canal de Suez. Et là, vous avez une ministre écologiste qui demande qu'on livre des armes à longue portée à l'Ukraine, qu'on bombarde la Russie, éventuellement qu'on aille bombarder Moscou et qu'on donne une bonne leçon à Poutine. Bon, bah, elle, en janvier prochain, et j'imagine que la diplomatie américaine va certainement se mêler un petit peu des élections allemandes, comme elle se mêle de toutes les élections de toute façon en Europe. Et si Trump, ça l'arrange qu'on aille vers une solution de paix en Ukraine, je pense que Baerbock, elle peut prévoir de partir en vacances le 31 décembre prochain. Elle, je pense qu'elle va dégager. Enfin, j'imagine que c'est ce qui peut se passer. Je la vois pas faire partie d'un gouvernement Scholz 2 si Trump décide qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine. Donc, comme quoi, ce qui va se passer en Allemagne, c'est quand même très important. Alors maintenant, je vais revenir sur pourquoi Scholz et Lindner se sont fâchés. Quand même pas anodin. C'est que Scholz, lui, il voudrait bien finalement mettre en place un plan Draghi hein, de relance. Son pays, c'est lui. Ça s'effondre complètement, l'Allemagne. C'est impressionnant. L'Allemagne, 8 trimestres de récession consécutive, c'est jamais vu. Bon, alors bien sûr, il y a le grand choc psychologique, hein, Volkswagen qui veut fermer des usines, qui propose de baisser les salaires de 18%, mais c'est pas un cas isolé. Il y a d'autres industries allemandes qui sont en train de négocier des baisses de salaire. Des baisses de salaire au moment où on nous dit que l'inflation, au contraire, est en train de repartir et que ça va être encore pire. Et on le disait tout à l'heure avec Trump, parce que s'ils commencent à mettre des droits douaniers, etc., si les Européens font pas pareil, Trump va dire mais vous vous foutez de nous, vous ne nous épaulez pas, vous ne nous suivez pas, donc on va moi je vais vous taxer vos produits. De toute façon, il l'a dit, hein, Trump, les Européens n'importent pas, n'achètent pas assez américain, ils achètent beaucoup trop chinois. Donc, si nous, on ne fait pas comme Trump, qu'on ne se met pas à taxer l'industrie automobile chinoise, tout ce qui est importé des pays à bas coût, Trump, il nous punira si on le fait pas nous-mêmes. Il va nous mettre des tarifs à nous aussi. Donc, oui, forcément, on le disait, l'inflation, c'est quelque chose qui nous pend au nez parce que la guerre commerciale, c'est ça. Oui, je veux juste rappeler aux gens, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, je m'en rends compte, ça m'étonne souvent dans les commentaires, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'en fait, quand on est protectionniste, quand on taxe les voitures chinoises, par exemple, qui viennent en Europe, ce que ça donne, c'est de l'inflation. C'est-à-dire que la taxe, ce n'est pas les Chinois qui le payent. On vous dit, on va taxer les voitures chinoises, vous dites, ah, chouette, merveilleux. C'est pas les Chinois qui payent, c'est vous quand vous achetez la voiture. Donc, en fait, quand on est protectionniste, le problème, c'est qu'on crée automatiquement de l'inflation, parce que les produits sont plus chers pour vous. Je vais dire une bêtise, mais si demain, on taxe les chips à hauteur de 20% de plus, eh bien, vos chips vont vous coûter 20% plus cher.
c'est pas le producteur de chips qui va être dans la mouise, c'est vous. Donc en fait, il faut comprendre que ce protectionnisme, il est par essence inflationniste. Et donc, effectivement, si on est. Parce que j'écoutais récemment, j'ai fait une vidéo là-dessus, Agnès Pannier-Runacher, qui. Agnès Pannier-Runacher, oh là mon Dieu. Avec Bruno Le Maire, c'est le tandem infernal. Et Agnès Pannier-Runacher nous disait bon, les constructeurs automobiles européens sont dans la mouise, je les ai tous mis dans le caca avec mes idées écologistes, donc ils sont tous complètement à la ramasse maintenant. J'ai la solution, on va taxer à 35% les véhicules chinois. Mais c'est pas une solution, ça. Tu vas juste augmenter, enfin, mettre un petit peu plus les Français dans des difficultés d'inflation. C'est pas une solution. Il y a qu'un homme politique pour penser qu'une taxe est une solution à quelque chose. Donc là, et donc on va avoir probablement un retour de l'inflation dans ce que on va se tutoyer, c'est plus simple. Dans ce que tu exprimes, on va avoir un retour de l'inflation à cause de ces taxes et de ces protections que l'on va mettre petit à petit autour des pays pour soi-disant se battre contre la Chine. Alors j'ai aussi un autre coupable. J'ai un autre coupable pour l'inflation. C'est le brouillard et les anticyclones. Ah oui. Ça concerne beaucoup l'Allemagne. Et là, j'en reviens à nos amis écologistes que tu évoquais il y a quelques instants. J'ai découvert ça récemment et le chiffre m'a paru absolument colossal. La puissance éolienne installée en Allemagne maintenant est équivalente, en supposant que les vents soient optimaux, qu'elle tourne. La puissance installée, la puissance théorique installée est de 70 terawatts, c'est-à-dire exactement la puissance optimale de nos 54 réacteurs nucléaires, alors qui eux fonctionnent évidemment jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et le fameux jour des élections américaines, il s'est passé un truc incroyable en Allemagne. Le lendemain, c'était la faillite de la coalition Scholz. Mais la veille, toute la puissance installée d'éolien en Allemagne, ce jour-là, avait produit 1,4 terawatts sur 70. Il y avait un anticyclone massif sur l'Allemagne. Il n'y avait pas une éolienne qui tournait, même celles qui sont implantées offshore sur la Baltique. Rien. C'était la grosse masse d'air, la grosse bulle. Ça ne bouge plus. Et en plus de ça, il y avait un brouillard et une grisaille. Ils ont sorti également pratiquement, même pas 2% de ce qu'ils sortent du photovoltaïque solaire. Ce jour-là, le 5 novembre dernier, le renouvelable a produit pratiquement zéro. Donc l'Allemagne était obligée de mettre dans le charbon, le gaz, etc. Le nucléaire, ils en ont plus. Dieu merci, ils en empruntent encore de France. Mais voilà ce que c'est que l'aveuglement idéologique. Et c'est bien la preuve que si vous installez 70 terawatts de puissance éolien, 28 terawatts de puissance théorique, bien sûr, en photovoltaïque, l'hiver vaut 28%, 28 terawatts, vous en faites les meilleurs jours, vous en faites 5. Avec des jours qui durent 7 heures, un jour sur deux, il fait gris, le rendement, il est nul. Donc, en fait, plus on met de renouvelables, plus derrière, il faut mettre de puissance pilotable pour compenser une éventuelle absence. Enfin, c'est un truc de dingue. Comme en plus, on s'est fâché avec notre producteur de gaz, comme on s'est en plus fâché avec notre producteur de gaz, le gaz, on l'achète aux Américains et le gaz américain, il coûte 4 fois plus cher que le gaz russe. Voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est inflationniste, c'est que l'électricité en Europe est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et en Chine. À cause de ça, vraiment à cause de ça, l'électricité en Europe est 2 fois plus chère qu'en Chine et aux États-Unis. Donc les gens s'étonnent qu'il y ait des usines Michelin qui ferment, ou on a un Premier ministre qui fait semblant de s'étonner qu'il y a des usines Michelin qui ferment,
Mais je peux vous le dire, ça va être l'hécatombe. Parce que si vous êtes 2 fois plus. Ce qui coûte cher dans une usine maintenant, ce n'est pas tellement les salaires, parce que vous avez des machines qui valent 10 millions. Donc le salaire du petit bonhomme qui va actionner le levier de la machine, ça compte pour pas grand-chose. Donc, et quand je dis 10 millions, c'est vraiment les machines pas chères. Donc, dans une usine, ce n'est pas tellement les salaires qui coûtent. Ce qui coûte très cher, c'est l'électricité. Donc, vous allez avoir une hécatombe d'usines. Ce qu'on voit chez Michelin, c'est le début du commencement. Et c'est dû au fait que l'électricité coûte 2 fois plus cher qu'en Chine et qu'aux États-Unis. Et même chose pour le gaz. Je regardais récemment des chiffres. Le gaz, en fonction des mois, parce qu'évidemment, ça ne s'achète pas tout le temps au même prix, mais le gaz en Europe, il coûte 3 à 11 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc, le gaz industriel. Donc, vous vous rendez compte quand vous achetez votre gaz industriel 3 à 11 fois plus cher qu'aux États-Unis, vous vous rendez compte l'inflation que ça fait. Ça augmente les prix, les coûts de fabrication de manière gigantesque. Et donc, vous qui nous regardez, bah, pour vous, c'est un, clairement inflationniste, deux, clairement destructeur d'emplois, parce que les gars, au bout d'un moment, ils disent, les BASF, les chimistes, tous ceux qui utilisent du gaz industriel, bah, ils disent, attendez, aux États-Unis, ça me coûte 3 à 10 fois moins cher, donc j'ai peut-être intérêt de produire là-bas. Et tous ceux qui utilisent de l'électricité en grande quantité, ils disent, bah, désolé, mais pour nous, c'est la Chine ou les États-Unis, c'est plus la France. Et c'est plus l'Europe, quoi. Alors, à part l'acier au carbone, où on accepte effectivement de brûler du charbon, parce que sans carbone, il n'y a pas d'acier au carbone. Mais pour le reste, l'industrie de l'aluminium, elle est morte, du verre, c'est mort, etc. Tout ce qui nécessite beaucoup d'électricité, de la fonderie, c'est juste pas possible. Mais pour prendre conscience de l'échelle des choix qui ont été faits, l'éolien en Allemagne, c'est 200 milliards d'euros d'investissement. 200 milliards d'euros d'investissement, c'était 30, voire 40 centrales nucléaires à 4 réacteurs, avec des petits réacteurs sympas qui produisent ou 950 ou 1200. Enfin, imaginez que l'Allemagne aurait pu se doter de 100 réacteurs nucléaires pour le même prix, qui seraient totalement décarbonés, qui produiraient de l'électricité de jour comme de nuit. Là, on peut effectivement arrêter complètement le charbon, arrêter prix exceptionnel. Arrêter presque à 100% le gaz. Sauf que le gaz sert aussi à produire des engrais, donc pour des applications bien précises. On pouvait totalement se passer de tout ça. Et ces 200 milliards investis, c'est dans des systèmes de production d'énergie intermittents. Et derrière lesquels, on le voit bien, on l'a vu le 5 novembre, il fallait mettre à fond du charbon, sinon les usines allemandes s'arrêtaient. Je ne parle pas que les Allemands arrêtaient également le chauffage, parce qu'heureusement, il ne faisait pas encore très très froid. Mais imaginez que le 5 décembre prochain, il fasse -2 en moyenne sur l'Allemagne, et qu'on ait de nouveau la même bulle anticyclonique, et toutes les éoliennes à l'arrêt, et une grisaille comme ce qu'on a depuis maintenant début octobre, où le photovoltaïque produit même pas 5% de la puissance nominale. Et imaginez ce que ça va donner. Voilà. Donc, les choix énergétiques allemands sont extrêmement inflationnistes. Même si on imaginait que Trump devienne quelqu'un de raisonnable et qu'il n'y ait pas de guerre des tarifs, de toute façon, l'Allemagne, elle s'est complètement liée et mis un boulet énergétique au pied. Elle va jamais s'en sortir. Le soleil ne brûlera jamais la nuit et les vents, on ne les commandera jamais pour que les éoliennes de Baltique compensent si les éoliennes du sud, de la région de Fribourg ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, il y a rien à faire. C'est des mauvais choix. Et tous ces mauvais choix sont des choix faits, imposés par les écolos. Et aujourd'hui, les écolos allemands, par Baerbock, voudraient qu'en plus de ça, on prolonge la guerre en Ukraine et qu'on l'étende à la Russie. Et on découvre également que ce sont des choix écologistes qui ont conduit à ce que Valence soit noyée. Depuis 2020, 40 retenues d'eau et barrages ont été supprimés, soi-disant, pour restituer aux rivières leur liberté de couler et restaurer la diversité biologique.
Bon, Elles ont leur liberté de couler, ça, tous les gens de Valence peuvent le voilà. dire. Donc, Maintenant, la rivière a la liberté de couler, il n'y a pas de voilà, problème. donc on a rendu plus d'espace pour gambader aux petites grenouilles, et ça fait quand même 200 morts en aval. Voilà. Bon, Non, mais quand on voit qu'en plus les écolos, on va finir la parenthèse écolo, mais quand on voit qu'en plus les écolos français se servent de Valence pour vous dire qu'il faut arrêter de conduire des 4x4 à Paris, on est mais dans du délire. Je veux dire, le problème de Valence, c'est pas votre 4x4 à Paris. Je peux vous assurer qu'on peut même arrêter toute la circulation à Paris. Ça changera rien du tout au problème de l'Espagne. Le problème de Valence, c'est que sous Franco, on avait construit des barrages pour réorienter la rivière et les fleuves après pour que ça puisse fonctionner. la grande inondation de 57, ouais. Et que les ânes écologistes, depuis des années, les détruisent les uns après les autres, jusqu'au moment où il y a une grosse pluie et où tout le monde se retrouve sous l'eau. C'est vraiment ça. Donc, il faut arrêter de nous parler des 4x4. Ce n'est pas les 4x4, ce sont les âneries écologistes. Voilà, c'est tout. Et ces gens-là, non contents de ça, sont en train de vous ruiner en créant une inflation, pas de toutes pièces, mais pas loin. La grosse inflation qu'on a eue l'année dernière, une grande partie, mais une très grande partie, c'est dû aux âneries écologistes sur le gaz, sur le prix européen du gaz, sur le fait de retirer le nucléaire en Allemagne. Enfin, c'est incroyable. Ces gens, sous Et couvert donc, de bien, vous ruinent, sont responsables de la mort de beaucoup de monde et derrière veulent vous envoyer à la guerre. Moi, je crois qu'il y a un moment, c'est bah, impressionnant de vivre avec des gens comme ça, c'est quoi. là que l'élection de Trump est un game changer. Donc, je disais, la coalition Scholz, ça y est, ça fait une semaine qu'elle a volé en éclats. Va y avoir des élections législatives en janvier. Il y aura probablement beaucoup moins d'écolos au gouvernement allemand. Et surtout que Trump, arrivant au pouvoir, alors là, les délires écolos aux États-Unis, là, on peut le dire, ça y est, Ah, c'est c'est fini. vraiment terminé pour au moins 2 ans. Après ça, il y a Ouais. les midterms en novembre 2026. Mais d'ici là, les écolos, ils vont pas faire la loi aux États-Unis. Et malheureusement, ou heureusement, mais les États-Unis, c'est quand même le pays leader. Et donc, si, comme pour reprendre un slogan de Trump, drill, baby, drill, c'est-à-dire creuse, perce des puits pour sortir du gaz et du pétrole, si les États-Unis sortent encore plus d'énergie pas chère et que nous, on continue à mettre des éoliennes, des moulins à vent avec, je le rappelle, hein, pour les écolos qui nous écoutent, pour les éoliennes en mer, c'est entre 25 et 35 000 tonnes de béton au pied de chaque moulin à vent. Combien un pied de 35 000 tonnes, quelle est sa trace carbone? Il faut au minimum 10 000 tonnes de ciment. Et le ciment, je vous le rappelle, c'est obtenu uniquement en brûlant du calcaire, donc débauche d'énergie phénoménale. Il faut, pour 35 000 tonnes de béton, il faut au moins, là aussi, entre 6 et 8 000 tonnes d'acier. Comment est obtenu l'acier? Je vous le rappelle, c'est au carbone. Donc, la signature, la trace carbone d'une éolienne offshore, c'est quelque chose qui s'amortit sur 30 ou 40 ans. Et si jamais la production est celle qu'on vous a vendue sur le papier, ce qui n'est jamais le cas. Et il a été démontré qu'une éolienne n'amortit pas sa trace carbone initiale. Voilà. Donc, je pense que c'est pas aux États-Unis que l'éolien va connaître une expansion phénoménale. Et si jamais Trump venait à dénoncer les accords de Paris en disant que c'est que du bullshit, nous, on va se retrouver tout seul à interdire donc les 4 premiers arrondissements de Paris, puis bientôt les 11 premiers, etc. Comme ça, il n'y aura plus de pollution, n'est-ce pas? On aura résolu le problème. C'est fou. Ouais. C'est fou. Donc, pour en venir quand même au cœur de notre sujet, l'inflation en Europe, on se l'est fait toute seule. Alors, c'est vrai, un peu aidé par Poutine quand même, parce qu'il a été très très vilain. Et puis qu'à un moment, on a décidé un peu de boycotter son gaz. Mais la destruction de Nord Stream, c'est évidemment pas Poutine. Et la décision d'arrêter les centrales nucléaires au moment où on ne recevait plus de gaz russe, c'est pas non plus une décision de Poutine, hein, ni de Trump. Hein. On va toujours dire que
voilà, les Américains, ils étaient inféodés au lobby pétrolier, gazier texan, etc., que même les démocrates étaient obligés de se plier à ces vilains groupes pétroliers, etc., pétrochimiques. Mais non, 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 là c'est nous, tout seuls, nous les Européens, on s'est mis dans la mouise tout seul. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on va continuer ou pas? Et est-ce que les écolos restent influents en Allemagne ou le deviennent beaucoup moins au cours des prochains mois? C'est également les écolos qui veulent la destruction de la moitié du cheptel bovin, parce que les vaches qui pètent, Ah oui. ça troue la couche d'ozone. Enfin, je sais pas quel est le délire. Je peux vous dire qu'aux Non, mais ces États-Unis, gens s'en foutent. non, mais, aux États-Unis, vous imaginez Trump dire aux éleveurs, bon, ben maintenant, tous ceux qui ont plus de 10 000 têtes, hop, on en liquide 5 000. Mais c'est même pas. Enfin, ça paraîtrait tellement fou que c'est même pas envisageable. Il y a que chez nous que ça peut l'être, où il y a des petits fragilos qui viennent débattre en disant oui, oui, ben les vaches qui pètent, ça fait un trou dans la couche d'ozone, ou ça répand trop de méthane. Mais attends, les Australiens, les Néo-Zélandais, mais ils s'en foutent. Et les Argentins, mais ils s'en foutent complètement. Donc réduisez de moitié le cheptel aux Pays-Bas et en France. D'accord, il y aura 20 000 bovins de moins en Hollande, il y en aura 40 000 de plus en Argentine. Enfin, c'est complètement dément, quoi. Oui, et puis Mais, on fera venir le bœuf argentin, quoi. On aura tout exactement, gagné. comme on fait On- aussi du poulet surgelé du Brésil ou maintenant d'Ukraine, oui, où il coûte oui, oui. 2 fois moins cher, avec zéro. Alors là, les Ukrainiens, là, ils sont pas embêtés avec les normes européennes. Non, mais c'est ça, Tout c'est ça, complètement voilà. délirant. Et moi, voilà, bah, ça nous fait transiter directement vers le deuxième sujet, donc c'est très bien. Mais moi, j'ai peur que l'arrivée de Trump, en fait, signe pas notre arrêt de mort, mais une période extrêmement dure pour les Européens. Parce que, et pour la France, on va parler surtout de la France, mais quand je vois la réaction à l'Assemblée nationale de ceux qui nous dirigent, je les appelle pas nos élites parce ils sont nuls. Donc, les pieds nickelés qui nous dirigent là, eh ben, je me dis qu'on va dans le mur. Parce que la seule chose qu'ils créent depuis 3 semaines, c'est des impôts nouveaux, c'est des taxes nouvelles. Ça va dans tous les sens. Dès qu'on a Michelin qui ferme des usines, notre Premier ministre, au lieu de dire, écoutez, oui, on a Michelin qui ferme des usines, on a identifié le problème. Le problème est clair, c'est qu'on a un prix de l'énergie qui est beaucoup trop élevé. Donc, il faut qu'on calme le prix de l'énergie pour que les industriels puissent se mettre. C'est le principal problème. Après, il y a aussi les normes écologiques. Mais enfin, déjà, le prix de l'énergie est un des principaux. Au lieu d'aller dire ça et dire, oh, bah, on va regarder comment ils dépensent notre argent dans le CICE. Et derrière, taxe, 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 taxe. Le NFP qui sort une nouvelle taxe sur les super profits des profiteurs de crise. Il y a eu des profiteurs de crise. Je ne sais pas Oui, qui quand c'est. même, les producteurs Quelle d'énergie crise? alternatifs qui ne produisent pas 1 kilowatt et qui ne transportent pas 1 kilowatt et qui produisent que des factures et qui encaissent la différence, ceux-là, on peut leur prendre, on peut même, alors là, je deviens très LFI, et ces gens-là, c'est des parasites, on peut tout prendre, tous leurs bénéfices. Oui, c'est pas sur eux qu'on va aller chercher l'argent. On va chercher l'argent. On va aller dire, Monsieur Michelin, on va vous prendre un peu plus d'argent? Michelin, il va dire, bah, ok, bah, une troisième usine partie. Et puis on va aller voir Monsieur Total. On va dire, toc, 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 on va vous prendre de l'argent. Et puis Total, qui appartient pas majoritairement encore, mais 47% aux Américains, ça va passer à 50% dans 1 ou 2 ans. Ça sera à 50%, plus de 50% aux Américains. Bah, Monsieur Total, il dira, écoutez, vous êtes bien gentils, les gars. Moi, je vais à Dallas. Parce que à Dallas, on va pas m'enquiquiner tous les jours sur le fait que je pollue et sur le fait de vouloir me piquer mon fric. Donc, Monsieur Total, il dira bientôt, bah, au revoir les gars, moi je vais voir Donald Trump. Et je peux même être quasiment certain que Donald Trump, un jour ou l'autre, appellera Monsieur Total en disant, écoutez, ils vous embêtent beaucoup, ces Français quand même, ils vous aiment pas. Bon, pourquoi vous venez pas chez moi? Moi, je vous fais un pont d'or. Je vous fais un pont d'or, les gars. Venez chez moi. Vous vous installez à Dallas. Je vous fais un pont d'or et ça va être bien pour vous. Et Total Et donc, ça nous, l'arrivée de Donald Trump et des États-Unis me fait très peur pour la France parce que
ce que j'ai constaté depuis 3 semaines, c'est une augmentation des taxes et des impôts tous azimuts. Et Donc alors, on va pouvoir parler de cette taxe et des impôts, mais c'est oui. incroyable. Et ce qui est rageant, d'abord, c'est qu'on paye des impôts. Là, ça va être surtout pour rembourser le trou Oui. de 100 milliards de 2023, le trou de 50 milliards de 2022, l'énorme trou de 2021, bah, c'était le quoi qu'il en coûte, etc. Et on s'en Bruno parlait. Le Maire a dit c'est pas lui. Bruno Voilà. Le Maire a dit c'est pas moi, j'ai été merveilleux moi. Non, ouais. On s'en parlait avant de commencer l'émission, et donc tu l'as suivi comme moi, hein, tu as suivi son audition au Sénat, donc toi il y a des moments que tu as bien aimé, moi il y en a d'autres, moi je vais donc te parler un peu de ceux que j'ai préférés, moi. Alors oui, dans le déficit, c'est parce que finalement on pouvait pas imaginer que finalement les recettes fiscales seraient pas au niveau de ce qu'on avait anticipé. Bah, c'était évident, ils avaient basé le calcul sur une croissance à 1,6 ou 1,7%. On a eu 0,4. Bon, alors déjà, Je pense que s'ils avaient regardé ta chaîne YouTube ou la mienne, ils l'auraient su. C'était même pas la peine de demander à des spécialistes de Bercy, il suffit de regarder ta chaîne YouTube ou la mienne, et ils auraient vu. Notre Bruno Le Maire aurait su 3 ans avant que ça allait pas. Bah, déjà, l'année C'est dernière, impressionnant. Bruno et tous ces padawans de Bercy qu'il a chaleureusement remercié pour leur efficacité. Tu as bien noté au moment de la passation de pouvoir avec Armand. Hein, c'était vraiment, mes équipes ont été On a paumé 100 milliards, les mecs, vous êtes efficaces, on a perdu 100 milliards, on ne sait pas où ils sont. L'année dernière, au moment où ils commencent à cogiter sur le budget 2024, ils ont déjà 55 000 entreprises qui font faillite. Oui, non, Ça va forcément faire des salariés en moins de recettes de ceci, moins de recettes de cela. Enfin, déjà, tu vois ça que d'une année, tu passes de 30 000 à 50 000 faillites, tu dis déjà un truc qui va pas. Là, on arrive en 2024, on passe à 60 000 faillites en rythme annuel. Bon, je veux dire, moi, j'ai pas fait l'inspection des finances, je suis pas sorti dans les 15 premiers à l'ENA, mais quand je vois d'un seul coup le prix de l'énergie qui explose, les normes européennes qui alourdissent le prix de la production, alors qu'aux États-Unis, on fait au contraire des recherches pour être plus productif. En fait, le dollar investi soit plus rentable. Nous, plus on met d'euros, plus l'Europe va mettre de taxes sur l'euro que tu es en train d'investir. Et pire, s'il rapporte quelque chose, alors là, je prends tout. Mais voilà la logique. Donc, il fallait quand même pas, comme tu dis, être un génie pour se rendre compte qu'avec de l'énergie plus chère, plus de taxes, plus de réglementation et des entreprises qui font faillite à raison de plus de 5 000 par mois quand même, hein, c'est pas rien. 5 000 par mois, ça en fait presque 10 par jour. Ça en fait presque 200 par jour ouvrés. C'est quand même considérable. Ben non, ça n'alerte pas ces gens-là. Et le passage que j'ai préféré dans l'intervention de Bruno Le Maire, c'est oui, mais moi, j'ai quand même bien rempli mon rôle parce que mon rôle, c'était que la dette française se place bien, hein, au travers de France Trésor. Et rappelez-vous quand même qu'en 2021-2022, les taux étaient à zéro et que la France empruntait à taux négatif. Donc moi, j'ai fait exactement ce que les marchés attendaient, c'est-à-dire qu'ils nous payaient pour nous endetter. Ils nous payaient. Hein, la France s'endettait en moyenne à moins 0,15 ou moins 0,20. Ben, chaque fois que moi, je mettais 10 milliards de plus, c'était de l'argent qui rentrait, les amis. Puis d'un seul coup, les taux passent de 0 ou moins 0 quelque chose à plus 4,5. Mais comment pouvait-on prévoir? C'était pas possible. L'inflation, elle avait disparu pour toujours. Enfin bref, il suffisait de lire la presse. C'était marqué partout que l'inflation ne reviendrait jamais. Bon, après, évidemment, quand on se prive du gaz russe et qu'on pète Nord Stream, bah, d'un seul coup, oui, effectivement, l'inflation revient. Ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas prévoir que Nord Stream serait saboté. Mais quand même, voilà. Donc la défense de Le Maire, elle se résume quand même à ces deux phrases fortes, c'est celle derrière laquelle lui, il se cache. C'est moi, j'ai jamais eu de problème pour placer la dette française, même si on faisait des déficits. Vous avez vu, ça s'est toujours bien passé. Hein,
Et deuxièmement, pendant 2-3 ans, on payait la France pour qu'elle s'endette. J'ai endetté la France. Non, enfin, c'est la logique élémentaire. Non, mais ils sont incroyables. Ils sont merveilleux. C'est fantastique. Mais c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. C'est la faute des Français. Ils ne travaillent pas assez. Je demande aux salariés des 63 000 entreprises qui ont fait faillite si ces paresseux ne devraient pas se remettre au boulot. Merde. Non, mais c'est incroyable. Et donc, on a un concours Lépine de l'impôt là, qui sort toujours pour combler leur gabegie, et on ne voit... on voit rien venir, en fait. On voit rien... Moi, j'ai pas de lueur d'espoir. C'est ça qui est horrible. C'est que actuellement, j'espère que peut-être que tu en as une, mais actuellement, moi, je n'ai pas de lueur d'espoir. C'est-à-dire que je ne vois pas. Je vois que les Américains vont encore plus nous rouler dessus parce que Trump n'en a rien à faire, et il nous roulera dessus parce que c'est pas nous qui avons voté pour lui. Et surtout, lui, il va marcher sur la figure de tous les gens qu'il trouve méprisables. Et je rappelle, Macron est en tête de sa liste. Macron, oui, puis en France, on a un gouvernement qui a rien compris, quoi. C'est la même politique que ces 50 dernières années. On n'en a pas un qui se dit non, mais ça serait bien qu'on change un peu d'idée, quoi, qu'on arrête de taxer et qu'on voit si c'est vraiment, vraiment essentiel qu'on ait un ministère des Sports. Est-ce qu'il faut absolument avoir un musée de l'Élysée en face de l'Élysée? Est-ce que c'est vraiment ce qui était vraiment important qu'on fasse transporter la tenue de plongée d'Anne Hidalgo au musée de l'Olympisme à Genève? Non, mais voilà. Non, mais il y a un moment, et ils pensent pas. Enfin bon, non, ils continuent comme avant. Ça leur pose aucun problème. Donc du coup, je ne vois pas d'où vient l'espoir pour l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on va se faire marcher dessus. Mon seul espoir aujourd'hui, pour être clair, c'est le FMI qui vient qui vient taper à notre porte et qui nous dit écoutez les Français, c'est bon. Vous arrêtez de décider, on va décider à votre place. Voilà, c'est terminé. Pour moi, c'est le seul espoir qu'on a. C'est quand même un espoir un peu masochiste. Je te cache pas que sans partager absolument ton pessimisme, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'espoir. La raison pour laquelle on a pondu ce rapport auquel j'ai un petit peu modestement participé, alors moi surtout au niveau des valeurs mobilières, voir comment on pouvait essayer de réduire un petit peu son exposition fiscale, parce je pense pas qu'on va vraiment pouvoir échapper. Enfin, je ne le prétendrai pas, et je pense qu'on ne me croirait pas. Mais on peut quand même essayer d'être moins en première ligne, si tu veux, par rapport aux appétits. J'appelle ça la rapacité de Bercy, mais on peut arriver à réduire son assiette imposable, etc. au niveau des valeurs mobilières. Il y a d'autres astuces aussi. Donc bon. Alors, il faut, je le précise, de temps en temps, il faut faire appel à un notaire. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais oui, n'hésitez pas. Vous téléchargez, vous appuyez dans la description. Il y a une telle rapacité, et comme tu disais, il y a une telle inventivité pour aller nous piquer notre pognon, qu'il y a des trucs qui existent, mais auxquels les gens, enfin, ils n'ont pas jugé bon de le faire, c'était un peu fastidieux. Comme je dis, il fallait voir le notaire, il fallait voir un conseiller fiscal pour mettre des choses en place. Mais aujourd'hui, si on ne le fait pas, mais on va se faire vraiment plumer, quoi. Mais il faut que les gens se rendent compte, on parle d'un retour, alors pas de la taxe d'habitation, surtout pas de la taxe d'habitation, non. Un taxe sur le fait de vivre sur une commune. C'est pas la même chose. Mais alors, ça, c'est pas la taxe d'habitation, c'est le fait d'habiter sur une commune. Ça n'a rien à voir. Catherine Vautrin. Voilà, merci Catherine. On est en train d'y réfléchir. On parle quand même de doubler ce qu'on appelle les frais de notaire. Vous savez, quand vous achetez une maison, vous avez actuellement des frais de notaire. C'est pas le notaire qui les touche, hein. C'est le notaire qui vous les prend. C'est le département et la mairie qui les touchent. Enfin, ils prennent plus de 5% sur les 7. Hein. Ils prennent 5% sur les 7. Il reste 2 pour le notaire. Voilà, ils prennent 4,7. Actuellement, c'est 4,7.
Donc le truc et c'est gigantesque. On va les doubler. On va les doubler. Vous achetez une maison à 300 000 euros, ça va coûter en moyenne aux Français 1 an de salaire. Le droit de s'acheter une maison à 300, un appartement à 300 000 euros à Paris, ça va très vite. Eh ben, ça va coûter 1 an de salaire à un Français moyen. Voilà, on va passer, C'est de la folie. on va passer de 7 à 10, hein, si on double la partie qui revient à l'État, on va passer de Oui. 7 à 10. Donc un appartement de 300 000, effectivement, aujourd'hui vous pouvez l'acheter avec un apport de 30 000. Ben non, là aujourd'hui l'apport de 30 000, c'est pour l'État. Hein. Il va falloir vous allez chercher les autres 30 000, hein, parce que sinon... Non, mais c'est délirant. Et remplacer la taxe d'habitation par la taxe sur le fait de résider sur. On n'a pas le droit de dire habiter. Chut, chut. Donc, c'est une taxe sur le fait de résider dans une commune. C'est pas la taxe d'habitation, rien à voir. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Et entre-temps, ils ont augmenté de manière folle la taxe foncière, mais ils ne parlent pas de la baisser. Hein. Non, ça, elle ne bougera pas. Voilà. Alors, continuons, voilà, épuisons un peu le sujet de l'immobilier. On parle également peut-être de supprimer l'exonération des plus-values sur la résidence principale. Oui. Ça, c'est pas encore fait, mais ça nous pend au nez. Donc là, je vous dis bonjour le démembrement de propriété. Il faut commencer à y penser. Et c'est déjà fait pour les Airbnb, etc. Où quand vous revendez, eh bien, on va réintégrer dans le prix de vente comme une plus-value l'argent que vous avez investi, vous, pour rénover le bien, le mettre conforme à toutes les foutues normes européennes, etc. Donc vous avez été obligé de faire des frais, sinon vous ne pouviez pas louer. Et une fois que vous avez fait ces frais déductibles, on les réintroduit dans le montant des plus-values imposables. Donc en fait, vous avez strictement rien imposé, vous avez absolument rien sauvé, vous n'avez fait aucune économie fiscale depuis le début. Donc la rentabilité du bien, quand vous la recalculez, vous allez tomber de 3 à 1%. Enfin, c'est c'est le seul truc qu'on peut finalement, sur lequel on a la main, comme les Chinois, hein, quand il vous manque de la croissance, vous pouvez construire un petit peu d'immobilier. En Chine, ils ont construit 65-70 millions de logements en trop. Nous, en France, on a 2 à 3 millions de logements en moins, enfin, par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, en France, on pourrait très bien se dire, on va relancer le logement. Bon, c'est un peu à la chinoise, d'accord, c'est une bonne ficelle, etc., bien franco-française. Mais bon, ça va redonner du travail. Et puis surtout, il y a quand même des gens à loger. Hein, on va pas faire comme les Chinois qui, eux, ont construit des trucs qui servaient à rien. Nous, au moins, si on faisait ça, il y aurait du boulot, ça créerait donc évidemment des cotisations sociales, ça permettrait de renflouer le trou de la Sécu, ça permettrait de faire bien des choses utiles. Ah mais vous pouvez pas, il y a la ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Donc là où en France on aurait encore un moteur qu'on pourrait redémarrer nous-mêmes sans demander son avis à Ursula von der Leyen ou à Christine Lagarde ou je ne sais pas à qui ou FMI, on s'interdit absolument de le faire. D'abord parce qu'il y a la détestation de l'hôte de l'Élysée pour l'immobilier. Il y a les taxes foncières qui vont exploser de façon folle. Donc, bien sûr, ça ne pourra jamais être aussi fou qu'à Paris, mais ça va quand même augmenter partout de 5 à 7% par an au minimum. Donc, c'est à croire que le seul truc qu'on pouvait éventuellement redémarrer par nous-mêmes, on fait tout pour être sûr que ça ne redémarrera pas. Aller convaincre quelqu'un aujourd'hui de faire un investissement pour faire de l'Airbnb ou du locatif, c'est devenu impossible. Alors surtout Airbnb, j'en profite parce qu'il y a une petite nouvelle aussi sur Airbnb, parce que c'est tous les jours fête. On va prendre la TVA maintenant sur Airbnb. Donc, oui. Donc vous louez votre Airbnb, 20% de TVA. Allons-y. Vous le réintégrerez dans le prix de location. Ça fera pas d'inflation. C'est le locataire. C'est le locataire qui va voir son prix augmenter de 20%. Ah bah c'est cool, c'est merveilleux. Mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. On est dans une période de créativité fiscale complètement folle, mais complètement folle.
l'État qui prend déjà la moitié de la richesse du pays n'arrive n'arrive pas à boucler ses fins de mois et il veut en prendre davantage. On est le pays le plus taxé et j'ai encore des gens dans mes commentaires qui disent: «Ouais, mais ça arrive que c'est que» dès que je dis: «Il y a un problème», je montre un problème, on me dit: «Ah, mais c'est pas normal, on est dans un pays néolibéral». Mais on est le pays le plus taxé de l'OCDE. On est le pays qui redistribue le plus dans l'OCDE et la part de l'État dans le PIB, c'est 60%. Et on est le Expliquez-moi où est le libéralisme là-dedans. Enfin, ouais. Et on est le pays en plus de ça où l'argent public, théoriquement affecté budgétairement aux services publics, soins, justice, enseignement, etc. On est le pays où la qualité de tout, et en Europe, là de très loin, on est le pays où tout se dégrade de la façon la plus radicale. Niveau d'enseignement, classement PISA, on s'effondre. La santé, on a supprimé encore 40 000 lits, mais on a embauché 150 000 gratte-papier dans les hôpitaux, ce qui fait que globalement, la facture, le budget hôpital ne change pas. Il y a beaucoup moins de soignants, il y a beaucoup plus d'administratifs. C'est la même chose à l'éducation nationale. On embauche des gratte-papier pour justement surveiller que les directives européennes et toutes les taxes à prélever sont bien prélevées. Et là, l'actualité nous télescope. Il y a une semaine, eh ben, on a un gars qui arrive au pouvoir et qui dit, moi, je vais baisser les impôts. Voilà. Je vais peut-être même supprimer l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez un petit peu ce grand écart gigantesque entre un pays où on va creuser, on va percer encore plus de puits pour avoir du gaz, du pétrole pas cher, où on va baisser les taxes, et l'Europe où on va jamais creuser un trou dans le sol parce que c'est pas écologique pour sortir du gaz de schiste. Alors on a des réserves gigantesques là où on avait du charbon autrefois. On va augmenter encore toutes les taxes foncières, les taxes locales, etc. Et on va avoir une dégradation des services publics, alors qu'aux États-Unis, avec Elon Musk, très probablement, on va revoir un petit peu les process pour rendre justement les institutions publiques fédérales plus efficaces. Bref, c'est un grand écart total. Et face à ça, nous, on n'a pas la prise, évidemment, on n'a pas les moyens de retourner le sens de l'histoire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer d'échapper aux taxes. Vous vous rendez compte où on en est? On n'est pas à se dire où est-ce qu'il faut investir pour profiter du rebond de l'Europe, des futurs projets spatiaux d'Elon Musk. Nous, c'est on va mettre un casque lourd pour essayer d'échapper à la taxe. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut même pas dire aux gens investissez dans un truc d'avenir. Là, aujourd'hui, on en est à dire regardez ce rapport, vous allez peut-être pouvoir sauver 10-15 000 euros. Vous sauverez pas tout, vous en sauverez un petit peu. Et ça m'amuse parce que justement, oui, effectivement, Donald Trump dit qu'il va peut-être arrêter, je suis pas sûr qu'il le fasse, mais qu'il va peut-être arrêter l'impôt sur le revenu, et nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais l'impôt sur le revenu en France, c'est pas très vieux. Ça date de 1914. Et Première il Guerre faut savoir, mondiale. Exactement, voilà, c'est financé 1914, c'est un impôt temporaire. L'impôt sur le revenu, c'est un impôt temporaire de 1914, promis juré, ça ne durera que le temps de la guerre. Et puis zou, on l'a encore aujourd'hui, et vraiment, on serait très surpris que ça s'arrête demain. Et aux États-Unis, on commence à parler de l'arrêter. Mais c'est merveilleux, la France, c'est merveilleux. Bon, enfin, moi, j'ai donc une vision assez pessimiste des choses, et j'ai l'impression que l'élection américaine ne va faire qu'accélérer la chute de la France, de l'Europe d'une manière générale, mais de la France tout particulièrement, parce que j'ai vu comment fonctionne notre nouveau gouvernement. Bon, j'avais aucune illusion. Mais enfin bon, là maintenant, on l'a vu en application. J'ai vu comment fonctionnaient nos députés, et je me dis qu'il n'y a rien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Philippe Béchade a une petite vision un peu plus positive que moi, parce que, eh bien, il vous donne la possibilité de trouver des endroits où vous allez réussir à sauver votre argent, sauver une partie au moins de votre argent des griffes de l'État. Je vous encourage donc à télécharger le rapport sur la taxation, comment essayer de protéger au mieux votre épargne de ce qui est en train de nous arriver et de ce que vous allez connaître
dans les mois qui viennent et l'année prochaine, ça va être assez sanglant, quoi qu'il arrive. Mais voilà, s'il y a un moyen de se protéger, allez-y, c'est gratuit. Hein. Donc, n'hésitez pas, téléchargez, c'est gratuit et vous allez réussir à sauver une partie de votre épargne. Philippe Béchade, merci pour cet éclairage et pour le guide. Une nouvelle fois. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez avec vos amis parce qu'eux aussi ont peut-être envie de sauver leur épargne. Donc n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.